Nous avons aujourd'hui un exercice très intéressant qui me vient d'une jeune étudiante au Maroc. Alors, c'est un exercice qui porte sur les pointeurs en C et les chaînes simplement listées, donc avec un pointeur vers le suivant. Alors, ça doit être une des choses les plus complexes en C, de comprendre toute cette histoire de pointeur-là, particulièrement quand on débute, c'est pas évident. Alors, on va commencer par un exercice que j'ai préparé. Je vais vous montrer l'exercice 1 pour commencer. L'exercice 1 consiste bon, premièrement, j'inclus des fichiers d'entête, le standard, Standard Input Output et le Standard Library. Je définis des structures. Ici, je vais avoir besoin pour mon exercice d'un couple de nombres, deux chiffres, tout simplement, que je mets dans une structure. Et puis, ça va être deux nombres entiers. Et puis, je vais définir un type. Un type, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est comme un int. Quand on définit un int et on donne un nom de variable, eh bien, ma structure va devenir un type en elle-même qui va être un couple T, donc de type couple. Et quand je vais définir une variable de ce type-là, ben, cette variable-là va être une structure qui contient deux éléments, elle contient deux entiers qui peuvent être adressés par X ou Y, dépendamment de l'entier qu'on veut. Donc, c'est ce que signifie un type def. Une autre façon de l'écrire, ce serait comme ça, couple T. Donc, on peut faire le type def en même temps qu'on définit notre structure. En gros, j'y vais comme ça. Dans ce programme-là, je vais avoir besoin d'une fonction pour allouer un couple. Donc, la façon que ça fonctionne, pour ceux qui ne sont pas familiers, quand on lance un programme, on est autorisé à jouer dans une certaine zone en mémoire qu'on appelle un segment. C'est un segment de mémoire qui nous est alloué. Mais quand on a des pointeurs, les pointeurs, on doit demander au système d'exploitation de nous allouer une petite portion de mémoire supplémentaire parce qu'on va avoir des informations à aller mettre à cet endroit-là. Alors, dans ma fonction, pour allouer un nouveau couple de nombres, je vais me déclarer un pointeur de deux nombres. Je l'appelle deux nombres. Il est de type couple T, comme on a vu tantôt. Et puis, l'adresse de ce pointeur-là, ben, je vais demander à mon système d'exploitation de m'allouer, donc Memory Allocation. Alloue-moi de la mémoire, puis il me demande, quand on appelle cette fonction-là, on a besoin de lui donner quelle quantité de mémoire on a besoin. Et puis, on lui donne le size of, donc la grosseur de couple T. Alors, size of, il va regarder un petit peu c'est quoi notre structure. Il va dire, OK, il y a deux entiers là-dedans. Tu as besoin d'à peu près deux entiers en mémoire, ce qui équivaut environ à 4 octets. Et puis, il va nous réserver ces 4 octets-là en mémoire, deux entiers, on va plutôt le dire comme ça. Il va nous réserver deux cases en mémoire dans lesquelles on va pouvoir aller déposer des entiers. Puis, il va nous retourner l'adresse de cet espace-là en mémoire. Parce qu'il faut s'en souvenir de cette adresse-là, parce que c'est à cet endroit-là qu'on a le droit d'aller s'amuser pour y déposer deux chiffres. Et c'est pas ailleurs en mémoire, sinon on peut avoir des segmentation faults, qui est quand on va jouer dans des espaces mémoire auxquels on n'a pas réservé ou on n'a pas accès. Donc je vais pouvoir dire deux nombres, et puis quand on a un pointeur, la façon d'adresser un élément à l'intérieur d'une structure, d'un pointeur de structure, ben c'est de l'appeler par son nom de cette façon-là. Et puis, je vais lui mettre le X que j'ai reçu en paramètre. Je vais le mettre dans X. Le Y que j'ai reçu en paramètre, ici, je vais le mettre à l'espace mémoire qui m'a été réservé, case X puis case Y. Alors voilà, j'ai un petit espace en mémoire. Ben, quand je vais exécuter cette fonction-là, plutôt, j'irai réserver deux cases en mémoire. Et j'irai y déposer la valeur de X et la valeur de Y à cet endroit-là, dans la mémoire. Fait que ma fonction va servir à ça. J'ai besoin d'une fonction pour afficher un couple.
Alors, je vais passer en paramètre le couple en question. Et ma fonction va m'afficher le couple de nombres est, %d, %s. Et puis, vous voyez maintenant, j'ai mis un point plutôt que ça ici. C'est juste parce que cette fois-ci, lors d'un affichage, je vais passer mon couple comme étant un paramètre par valeur plutôt qu'un paramètre par adresse. Alors, quand le paramètre est par valeur, qui n'est pas un pointeur, on va plutôt dire comme ça, quand c'est pas un pointeur, j'utilise un point, mais quand c'est un pointeur, j'utilise trait d'union plus grand que. C'est juste la façon d'interagir avec notre variable. Donc, j'aurai besoin d'afficher le contenu de ce qu'il y a à cette adresse-là, la case X et la case Y. En espérant que c'est clair. Et c'est tout. Donc, j'ai un petit programme principal dans lequel je me définis 4 variables, 4 pointeurs de type couple T. Il y en a un qui va être, je l'ai appelé mon couple 1, mon couple 2, 3 et 4, tout simplement. Pour chacun, je vais appeler la fonction allow couple avec 2 chiffres, qui est mon X et mon 9, X et Y, 4 et 9. Et puis, je vais l'appeler 4 fois comme ça, avec des chiffres différents. Puis ensuite, je vais afficher ce qui est le contenu de mon couple 1, ce qui est pointé par. Ici, là, je ne définis pas un pointeur, parce que vu que c'était déjà un pointeur, j'aurais pu le mettre comme ça. À ce moment-là, il aurait passé le pointeur. Il aurait fallu que je change ma fonction ici pour dire c'est un pointeur maintenant que je te passe. Et puis, il aurait fallu que je change les points par des signes plus grands que. C'est pas une grosse différence. Une des différences principales, quand on passe un paramètre par valeur, le paramètre est copié sur la stack. Donc, c'est une zone mémoire là, dans laquelle on va aller copier l'élément. Comme ça, si on le change, ça va pas altérer la source. La source est dans une mémoire qui nous a été réservée quelque part. Si je passe par valeur comme ça, je peux pas changer. En fait, si je le change, ça change sur la stack. Mais quand je sors de la fonction, ma stack est détruite. Alors, tous les changements que j'aurais faits ne seront pas préservés à l'endroit original où est vraiment pointe cette mémoire-là. Mais allons-y simplement. J'ai un pointeur. Le pointeur va être égal à ce que la fonction allow couple me retourne. J'ai oublié de mentionner tantôt que cette fonction-là doit retourner deux nombres, l'adresse de 2 nombres. Donc, on alloue de l'espace mémoire, on va y déposer X et Y, et on retourne l'adresse qu'on a obtenue, là, qui a été réservée pour nous, et on la préserve dans une variable ici qui s'appelle mon couple 1. On fait la même chose pour 2, 3 et 4 et on l'affiche. Alors, essayons de compiler ça maintenant, voir qu'est-ce que ça donne. Exercice 1. Alors, je vois ici que j'ai le couple de nombres est 4, 9, 5, 12. Et puis là, ben, ça se trouve être mon couple 1, 2, 3 et 4. J'espère que c'est clair. Je peux récapituler vite. Parce que les pointeurs, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué en C. Et on peut s'y perdre et facilement avoir un casse-tête avec ça. C'est vraiment pas évident. J'ai une structure. J'ai défini un type, couple T. Je fais une fonction qui me permet d'allouer un couple de nombres. Je réserve un espace en mémoire. À cet espace-là, en fait, il me réserve un espace pour une structure. Mais la structure me permet d'aller mettre 2 éléments. Donc, je vais aller mettre les 2 chiffres à cet espace-là en mémoire. Quand je vais l'appeler la fois suivante pour mes 2 autres chiffres, le système d'exploitation va me trouver un autre endroit en mémoire pour mes 2 autres chiffres.
Ils vont être ailleurs, puis la troisième fois, ils vont me trouver un autre endroit en mémoire. Ça ne veut pas dire que ces endroits-là sont continus. Chacun a leur adresse, puis je peux pas croire que c'est nécessairement la prochaine case mémoire juste à côté. Là. On peut pas se fier là-dessus. Et puis évidemment, on retourne cette adresse-là. Et voilà. Puis quand on affiche, bon, on fait tout simplement l'afficher. C'est tout. C'est un petit exercice. C'était le premier. On va maintenant sortir de là. On va regarder l'exercice numéro 2, qui est quand même étroitement relié. En fait, je suis reparti de l'exercice 1. Vous allez voir certaines fonctions. Quand c'est la même, je repassais assez vite. Puis là, ben, j'ai ajouté des nouvelles fonctions pour avoir... Parce que vous savez, tantôt, je vous ai dit qu'on créait 4 listes en mémoire. Pas 4 listes, désolé. 4 espaces mémoire. Mon couple 1, mon couple 2, mon couple 3, mon couple 4. Maintenant, on va se faire une liste dans laquelle, quand je pointe sur le couple 1, et je pourrais aussi avoir l'adresse de mon couple 2 pour m'en aller sur le 2, puis ensuite peut-être l'adresse du couple 3 pour m'en aller sur le 3, 4, et que 4 ait une façon de m'indiquer qu'il n'y en a plus après lui, il est le dernier. Alors, c'est un peu l'exercice là, ici qu'on va faire. Donc, j'ai mon couple de tantôt, mon couple de nombres, mais je vais maintenant me créer une structure de type liste, parce que je vais faire une liste de ces fameux couples que j'avais créés en mémoire, qui sont à des adresses différentes les 4. Mais comme j'avais pas de liste dans mon exercice 1, c'est difficile pour moi, autrement que d'avoir 4 variables, de me souvenir de l'adresse de chacun. Alors qu'avec une liste, je vais pouvoir juste me souvenir de l'adresse du premier, puis ensuite je vais être capable de passer d'un à l'autre en connaissant l'adresse du suivant. Donc ma liste, ben c'est ça, c'est un couple, et c'est l'adresse de la prochaine liste. Puis la prochaine liste, ça va être un couple elle aussi, et l'adresse du prochain. Et le prochain, ça va être un couple, puis l'adresse du prochain, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de prochain. Et puis c'est ici qu'on va dire la façon de dire qu'il n'y en a plus de prochain, donc on va le voir tantôt. Mais on définit une liste de cette façon-là. Allouer couple, on l'a vu tantôt. Et puis je vais faire le même correctif que tantôt. Return 2. On tourne l'adresse. Affiche couple aussi, on l'a vu tantôt. On fait simplement, si on reçoit un couple en paramètres, on affiche qu'est-ce qu'il y a à l'élément X et à l'élément Y. Affiche liste, ça c'est une nouvelle. Donc le moment où on voudra afficher notre liste, je vais lui passer le premier élément, le premier couple de ma liste. C'est ça que je vais lui passer. Le premier élément pointé par ma liste. Et puis, je vais me faire un petit pointeur pour me promener à l'intérieur de cette liste-là. Et je vais commencer mon pointeur avec l'adresse qui est pointée par le début de ma liste. Donc, ma liste, là, elle pointe toujours sur le premier. Et je vais me promener à l'intérieur de ça. Je vais dire, affiche le couple qui est pointé par pointeur, mon couple. Parce qu'à l'intérieur, on se souvient qu'à l'intérieur de la liste, il y avait une variable qui s'appelait mon couple, puis à l'intérieur de mon couple, il y a X et Y. Donc, affiche couple, je lui passe le couple, et c'est affiche couple qui va aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans X et Y. Et puis, étant donné ici que je suis au tout début, je sais que pointeur pointe sur le premier élément de ma liste. Maintenant, je vais pointer mon pointeur sur le suivant. Et puis, tant que le suivant est différent de nul, et c'est ici que je vais m'assurer à la fin de ma liste que le dernier, il n'y a pas d'adresse, lui. Donc, mon premier élément de ma liste, il y a l'adresse du suivant, donc le fameux couple 2. Couple 2, dans Next, a l'adresse du troisième. Mais le quatrième, le dernier au bout, il va avoir nul comme adresse. C'est ce qui va m'indiquer que je suis arrivé à la fin de la liste. Et là, comme je suis sur le couple 1, parce que je viens de commencer ma boucle,
je dis que pointeur égale next. Maintenant, je pointe sur le prochain. Est-ce que cette adresse-là en mémoire, elle est nulle? Donc, est-ce que l'élément sur lequel j'étais est le dernier de la liste? Non. Alors, je sais ici que mon pointeur pointe maintenant sur le suivant. Je suis donc sur le couple numéro 2 présentement. Et c'est ce que je vais afficher. Je vais maintenant passer sur le couple 3. Est-ce que le couple 3 est le dernier de ma liste? Non. Alors, je vais l'afficher. Je vais maintenant pointer sur le prochain, qui est le couple 4. Est-ce que 4... En fait, je sais que 4 est le prochain, mais je suis pas encore sur le prochain. 4, présentement, existe en mémoire. Et je pointe sur celui-là présentement. Je vais aller l'afficher. Et le prochain de 4, donc j'aurais peut-être dû m'exprimer plus comme ça. Le prochain de... Maintenant, je pointe sur le prochain de 4. Mais le prochain de 4, c'est nul. Alors maintenant, mon pointeur pointe sur nul. Ma boucle s'arrête ici. Donc, je vais recommencer, étant donné que j'ai fait une petite... une légère erreur, là. Peut-être que c'est déjà compliqué les pointeurs. Je vais essayer de bien vous l'expliquer. Pointeur égale l'adresse de mon premier. On s'entend là-dessus. C'est le tout début. J'affiche le couple qui est à l'intérieur de cet espace mémoire-là. Et puis, je pointe sur le prochain. Maintenant, mon prochain pointe sur mon deuxième couple. Parce qu'on sait que le premier, le next, contenait l'adresse du deuxième couple. Alors, ce n'est pas nul, je continue. Maintenant, je pointe sur le deuxième. Je vais afficher X et Y, le couple de nombres. Et je sais que le deuxième, son pointeur, n'est pas nul puisqu'il pointe vers un troisième. Alors, je vais continuer ma boucle. Je pointe maintenant sur le troisième. J'affiche le couple de nombres. Je sais que le troisième, son prochain n'est pas nul parce qu'il pointait sur un quatrième. Et donc, maintenant, je pointe sur ce quatrième-là. Le quatrième n'est pas nul. Il existe en mémoire. Alors, j'affiche le quatrième. Maintenant, le prochain du quatrième, là, lui, il n'y en a pas de prochain. Lui, c'est nul. Alors, maintenant que mon pointeur n'est plus nul, je termine et je sors de la boucle et j'ai maintenant affiché l'ensemble de ma liste. En espérant que c'est clair, parce que je sais que c'est pas évident, mais vous avez l'occasion de réécouter la vidéo. Donc ça, c'est la beauté d'Internet. En l'écoutant plusieurs fois, si jamais vous manquez des petits bouts, des petites incompréhensions, n'hésitez pas. Je vais avoir besoin de concaténer une liste, un couple, à une liste. Alors, j'ai ma grande liste qui en a 4. Et supposons que je voudrais en insérer un cinquième. Et bien, le cinquième, je vais l'ajouter au début de la liste. Donc, j'aurai ce fameux cinquième élément sera mon premier. Et puis les autres, ben, ça va être la suite. Donc, imaginez-vous toujours cette grande liste qui est en mémoire. Cette grande liste, je la passe en paramètres. Et je lui passe un nouveau couple. C'est un cinquième couple qui n'existait pas. Je vais le passer. Je me définis une nouvelle liste qui va être ma liste de concaténation, qui va contenir le couple que je veux ajouter à la liste actuelle. Donc, je me trouve une nouvelle zone en mémoire pour contenir cette nouvelle petite liste. Et à l'intérieur de cette petite liste contient qu'un seul couple. Et puis, son couple, eh bien, c'est mon couple égal C, qui est le fameux couple que j'ai passé en paramètre ici. Donc, je m'en vais lui dire, ben, ton couple, ça va être celui-là. Et ton prochain couple, ça va être la grande liste. Donc, tu deviens le premier et la grande liste sera la suite de ta liste. Donc, maintenant, vous êtes 5, mais c'est toi le premier. Je vais maintenant retourner l'adresse de ce premier, parce que maintenant, c'est lui qui est devenu le premier. Donc, je vais le retourner. Maintenant, mon pointeur de grande liste, après avoir exécuté ça, va pointer sur le premier, qui est le cinquième élément. Puis ensuite, j'aurai mon élément 1, 2, 3, 4, mais ils sont pas numérotés vraiment. Il va juste devenir le premier, puis les autres vont devenir 2, 3, 4, 5, puis c'est tout. Là.
Alors, un peu le concept de la concaténation ici. Compter les différences, donc ce serait une autre fonction où je pourrais compter dans les couples qui sont différents. Donc, si un couple avait 8 et 8, x égale à 8, puis y égale 8, le couple n'est pas différent, je le compterai pas. Mais si x égale 3, y égale 127, étant donné que les deux dans le couple sont différents, je voudrais le calculer. Je vais me démarrer un accumulateur pour ça. Un accumulateur que j'initialise à 0. Et puis, ben, j'aurai un pointeur sur ma liste dans lequel je vais me promener pour me promener dans mes 5 éléments. Alors, je vais vous passer la grande liste en paramètres. Et puis, mon pointeur, je vais le débuter avec le premier élément de la grande liste. Ma grande liste, je veux pas changer son pointeur. Je veux qu'il continue toujours de pointer, mais je me crée une petite variable temporaire parce que elle, la variable PT comme pointeur, elle va se promener à l'intérieur pour que je puisse vérifier à chacune des 5 cases, chacune des 5 endroits de mémoire que j'ai, les 5 blocs de mémoire que j'ai réservés. Pour chacun de ces blocs-là, les 2 cases, est-ce que les valeurs sont les mêmes? Donc, la première fois, je pointe sur mon 5e élément, qui est le premier de ma liste, là, comme j'expliquais tantôt. Puis, je vais regarder si mon C, le fameux X qui est là, est différent de cette adresse-là en mémoire. Mon C étant mon couple, Y. Donc, est-ce que X et Y sont différents? C'est la façon de faire un différent. Et s'ils sont différents, je vais incrémenter, post-incrémenter mon accumulateur. Mais par contre, si jamais il était égal, ben mon accumulateur s'incrémentera pas, tout simplement. Alors, quand j'ai vérifié si dans mon 5e élément, si les deux étaient pareils, ensuite, je vais pointer mon pointeur sur le prochain. Donc là, je vais pointer sur le suivant. Et puis, le suivant n'est pas le dernier de la liste. Je vais faire la même chose jusqu'à ce que j'ai terminé, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de prochain. Et puis, à la fin, ben, j'aurai dans accumulateur j'aurais calculé seulement ceux qui étaient différents. Donc, 1, 2, lui, je le calcule pas, 3, 4. Donc, sur mes 5, il y en a 4 de différents, par exemple. Dédoublement de la liste. Alors, on voulait dans l'exercice qui m'avait été présenté par la jeune étudiante au Maroc, qu'on ait une façon pour chaque liste, ou chaque élément de ma liste, j'ai 5 éléments dans ma liste, 5 couples, de doubler chacun des couples. Et quand je double un couple, j'inverse X et Y. Et puis ma liste qui en contenait 4 ou 5 au début, va en contenir 8 ou 10 à la fin. Parce que si supposons qu'il contenait 1, 2, il va maintenant contenir 1, 2 et 2, 1. Supposons qu'il contenait 1, 2 et 3, 4. Il va maintenant contenir 1, 2, 2, 1, 3, 4 et 4, 3. Alors, pour ce faire, je vais passer la fameuse adresse de ma grande liste. Donc, je démarre toujours avec le début de ma liste. Je vais avoir besoin d'une variable juste pour calculer combien j'insère d'éléments dans ma liste pour le retourner. L'exercice voulait qu'on retourne un entier. Alors, on va retourner combien d'éléments on a dédoublé. Est-ce qu'on en a dédoublé 1, 2 ou 3? On va voir. Je vais faire une mini-liste. Donc, ma mini-liste va être mon couple que je suis en train de dédoubler, auquel je vais intégrer à ma grande liste. Et en faisant ça, ben c'est comme ça que je vais dédoubler. J'en crée un nouveau, je l'insère, j'en crée un nouveau, je l'insère. À chaque fois que j'en crée un nouveau, j'inverse les X et Y, puis j'insère comme ça tout au long de ma liste, jusqu'à ce que j'ai atteint la fin de ma liste. Donc, c'est toujours un peu le même principe. Encore là, mon pointeur débute sur le début de ma liste. Ma mini-liste, je lui alloue un espace en mémoire. Donc, je m'assure d'avoir proprement réservé un espace en mémoire. Ensuite, dans mon couple, pour cette nouvelle liste-là, je vais allouer un nouveau couple. Puis ce nouveau couple-là va être formé. Son X va être le Y du couple actuel.
alors que son Y va être le X du couple actuel. Donc, il va être une copie conforme du couple actuel, mais les valeurs X et Y vont être inversées dans ce couple-là par rapport à mon couple actuel. Je vais ensuite dire, OK, mais ma mini-liste, parce qu'oubliez pas, là, j'ai une liste de 5 éléments, et je viens d'allouer un 6e élément qui n'existait pas avant. Mais le 6e élément n'est pas rattaché au niveau des pointeurs. Dans ma liste, là, il y a mes éléments, j'ai le 5e qui pointe sur le 1, 2, 3, 4, mais il n'y a rien qui pointe sur le 6. Là, le 6 ne pointe pas nulle part. Puis le 6e, ben, c'est ma mini-liste que je suis en train de préparer. Puis dans ma mini-liste, je vais dire, toi, là, ton prochain maintenant, ça va être le prochain du pointeur actuel. Tu vas devenir le prochain, tu vas devenir mon prochain finalement. Je te dédouble, mais en plus, tu vas être mon prochain. Alors que j'avais déjà un prochain. Supposons que je suis sur le 5 présentement. On sait que le 5 pointait sur le 1, mais maintenant, le 5 va pointer sur le 6. Et puis, je m'assure que le 6, maintenant, pointe sur ma mini-liste. Donc, mon fameux prochain pointe sur ma mini-liste. Comme ça, je viens dire, parce que sinon, j'aurais plus de prochain. Donc, je viens insérer ma mini-liste juste en changeant mon pointeur pour dire, toi, tu pointes là, et puis l'autre, ben, vient pointer ici maintenant, puis là, ben, je viens d'attacher, je viens de l'insérer à l'intérieur de cette chaîne de pointeurs en mémoire. Étant donné que je viens de l'insérer, ben, j'incrémente, je post-incrémente, juste pour une question d'éducation. Quand on fait plus, c'est de la post-incrémentation. Quand on fait plus avant, c'est de la pré-incrémentation. Plus après, c'est de la post-incrémentation. Alors, au niveau, là, juste une petite parenthèse, au niveau du microprocesseur, quand on programme en assembleur, on sait que sur un microprocesseur de 2 GHz, il se fait environ 2 milliards de cycles d'horloge par seconde. Quand on regarde là, la documentation du processeur, la post-incrémentation va généralement prendre quelques cycles d'horloge de plus que la pré-incrémentation. Donc, techniquement, notre programme serait un peu plus performant en faisant une pré-incrémentation, mais de quelques cycles d'horloge, donc de quelques milliardièmes de seconde. On s'en rendra pas vraiment compte avec le petit exercice qu'on est en train de faire, mais c'était juste pour des fins éducatives que je tenais à vous le mentionner. Donc, j'ai ici mon pointeur qui est maintenant égal à ma mini-liste, le suivant. Donc, on se souvient que j'étais sur le premier. J'en ai créé le premier qui était mon 5e. J'en ai créé un 6e. Je suis venu attacher le 6e. Et là, maintenant, je pointe sur le prochain de mon 6e, ben, qui va être le 2e finalement, qui était mon premier là, au tout début. On se souvient que j'avais 5, 1, 2, 3, 4. J'ai créé 6 que je viens d'insérer entre 5 et 1. Donc là, maintenant, j'ai 5, 6, 1. Étant donné que j'étais sur le 6e, mon prochain, je sais que c'est le 1. Donc, je vais aller me positionner là. Et puis, je vais faire la même chose pour le 1. Je vais le dédoubler avec une septième liste que je vais venir insérer entre 2 et 3. Je vais pointer sur le 3. Entre 3 et 4, je vais pointer sur le 4. Fait que je les dédouble comme ça, puis je les attache. Jusqu'à ce que le dernier me dise, ben là, moi, j'en ai pas de prochain. Alors, ben, ce sera la fin de la boucle à ce moment-là, des fameux dédoublements. Et puis, je vais retourner combien de dédoublements j'ai fait. Donc, mon programme principal pourrait avoir l'air de ça. Donc, j'ai commencé un peu comme j'avais commencé l'exercice 1. J'ai par contre changé les chiffres ici pour dire, parce que j'en voulais un identique, pour voir si ma fonction qui vérifie, qui s'assure qu'ils sont différents, ben, se rendre compte que j'en ai 3 différents plutôt que 4. Je vais les afficher, puis je vais faire une petite barre ici juste pour pas me tromper que ça, c'est mes 4. Maintenant, je me débute une liste. Cette liste-là, je l'ai appelée grande liste. Je lui alloue un espace en mémoire qui est la liste qui est de grosseur, la grosseur de ma structure. Alors là, je vais pouvoir mettre à cet espace-là en mémoire mon premier couple.
je vais aller mettre mon premier couple à cet endroit-là, et puis je vais mettre le suivant à nul. Je veux juste faire un test pour m'assurer que ma liste fonctionne et que je suis capable de mettre un élément dans la liste et qu'il y en a juste un. Et puis ensuite, je vais afficher la grande liste. Techniquement, il devrait juste m'en afficher un parce qu'il y en a juste un présentement dans ma grande liste. Je vais faire une autre petite barre pour que tantôt, quand on l'exécute, chaque barre va être une section différente. Donc, ma grande liste, maintenant, je vais aller concaténer le couple 2 à cette grande liste-là. Donc, vous vous souvenez que si j'en ai juste un avec un nul, quand je vais aller concaténer mon nouveau couple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer les pointeurs pour dire, ben, toi, t'es plus nul, maintenant, ton prochain, c'est le 2, puis 2, ben, toi, t'es nul maintenant. Fait comme ça, quand je vais afficher ma liste, je vais afficher le premier, puis le deuxième, et là, je vais tomber sur la valeur nulle. Ensuite, je vais faire la même chose avec 3 et 4. Je vais ajouter 3 et ajouter 4. Et les pointeurs, je les ajuste comme il faut. Et puis là, j'affiche. Là, maintenant, je devrais afficher 1, 2, 3 et 4. Et combien sont différents? Ben, ce serait la façon. Je peux imprimer à l'écran combien sont différents. Et j'exécute la fonction compte les différents dans ma grande liste. Donc, il va passer du premier pointeur jusqu'à ce qu'il y ait un pointeur nul. Pour chacun, il regarde dans le couple si X est différent d'Y. Mon accumulateur est incrémenté. Et puis, à la fin, il me retourne l'accumulateur en me disant, on a 3 qui sont différents. Le dédoublement, même chose. Affiche-moi combien tu vas en dédoubler. En même chose, dédoublement, ben, il passe la grande liste. À chaque fois qu'il en trouve un, il en crée un Xème qui vient rattacher entre les deux. Il passe au suivant, il le dédouble, il vient le rattacher. Puis à la fin, ben, il me dit, j'en ai dédoublé 4. Donc, et il m'affiche la grande liste. Donc, en gros, voilà l'exercice. L'exercice numéro 2. Le 2. Une petite erreur ici, dans le retour de nombre que je n'ai pas bien écrit à la ligne 36. Nombre, ça s'écrit comme ça. On compile. Exercice numéro 2. Donc si on regarde maintenant l'exercice numéro 2, on affiche 4, 9, 5, 12, 15, 15, 7, 8, 8. Après ça, pour faire un test de notre liste, on en avait ajouté juste un. Ici, on confirme que quand on ajoute un deuxième, c'est lui qui prend la tête et l'autre devient le deuxième. Les autres, quand on les ajoute, ils prennent la tête chaque fois, puis les autres sont reculés vers la fin de la liste. Combien on en a de différents? On en a 3 de différents. Combien on en a dédoublé? On en a dédoublé 4 parce qu'on en a 4. Et le résultat, ben on voit que 7 et 88 ont été versés, 88 et 7. 15, 15 est devenu 15, 15. 5, 12, 12, 5. 4, 9, 9, 4. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne programmation, une bonne éducation. Je souhaite que vous serez de bien meilleurs programmeurs, que mes capsules vous aident à comprendre, particulièrement celle-ci, à comprendre l'une des choses les plus compliquées généralement en C, qui est les fameux pointeurs. Donc, je vous souhaite bonne chance avec vos études et à la prochaine.